votre caméra et micro fermés. Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Elles sont très simples, on répondra dans le chat. Sinon, à la fin, on pourra répondre à toutes les questions. Puis vous pourrez prendre la parole si vous voulez. Moi, je vais commencer par vous exposer le contexte politique qui mène au changement d'archipel. Bon, OK. Mes collègues, eux, vont arriver avec des informations, après moi, avec des informations plus concrètes là, sur ce qui a changé dans le mandat, puis vous faire des démonstrations dans des outils qu'on vous recommande d'utiliser. Donc, au niveau du contexte politique, je vous dirais que le mouvement du libre accès là, vraiment a débuté au début des années 2000, dans le fond, avec la démocratisation de l'Internet. Mais de 2000, ça a pris, dans le fond, 15 ans avant vraiment qu'au fédéral, on ait une politique sur le libre accès, dont je vais vous donner les détails dans la prochaine diapo. Puis, au provincial, cette politique-là est arrivée quand même un peu plus tardivement, là, donc c'est encore récent, en 2019. On a d'autres documents normatifs, notamment la politique sur la gestion des données de recherche. On a une feuille de route au fédéral sur la science ouverte. Bon, il y a aussi des documents normatifs au niveau international qui, eux, sont en faveur d'une science ouverte, plus généralement, ou au moins, comme pour les données de recherche, les rendre, si possible, publiques. Mais pour dire... Ces autres documents, on ne va pas en parler. Nous, on va se concentrer juste sur les politiques sur le libre accès, qui concernent vraiment les publications des articles. Donc, on va commencer par voir c'est quoi les faits saillants des politiques du libre accès. Donc, on va voir les éléments qui sont communs autant au provincial qu'au fédéral. Donc, les documents qu'on doit rendre en libre accès, c'est vraiment ceux qui sont produits dans le cadre d'une subvention qui a été accordée par un de ces organismes de financement. Donc, vous n'avez pas de subvention, vous n'êtes pas tenu de vous y conformer, mais ça serait de réfléchir à c'est quoi la bonne pratique en termes de communication savante. Là. Il y a vraiment un mouvement en faveur là, de l'ouverture des processus scientifiques. Donc, subvention seulement. Ça va s'appliquer uniquement aux articles qui sont publiés dans des revues avec comité de lecture. Et l'article doit être en libre accès au plus tard 12 mois après sa publication. Et ce n'est pas une prépublication que vous pouvez rendre en libre accès, c'est vraiment la version finale, la version révisée. Donc, ça peut être soit la version de l'éditeur ou ce qu'on appelle la post-publication. Ça fait référence au manuscrit qui est révisé par les pairs. Donc, il n'y aura pas la version léchée de l'éditeur avec le logo. Il n'y aura peut-être pas les paginations finales ou l'assignation de la volumaison, le volume numéro. Donc, c'est vraiment un texte plus sobre, là, mais il va y avoir mettons, des fautes d'orthographe dedans, mais au niveau de la qualité scientifique, c'est le même contenu que la version de l'éditeur. Il y a aussi un autre élément en commun aux deux politiques, c'est dans le document que vous soumettez en publication, vous devez vous êtes obligé de mentionner comme quoi il y a un appui de l'organisme de financement. Ça peut être en mentionnant le numéro de subvention, par exemple. Maintenant, la politique provinciale a des petites caractéristiques qui la distinguent du fédéral. La politique québécoise est obligatoire pour les étudiants qui reçoivent des fonds du FRQ. On y dit explicitement qu'on demande au comité d'évaluation de porter une attention accrue aux publications qui sont en libre accès lorsqu'ils examinent des demandes, des propositions. Et puis, on va aussi encourager le libre accès à d'autres types de publications, là, les livres, les chapitres de livres. Donc, on comprend là, que ce qui est obligatoire, c'est la publication des articles, mais on encourage, c'est recommandé d'également publier en libre accès les autres produits de la communication scientifique. Maintenant, comment on fait pour publier en libre accès? Il y a
on va dire, deux grandes stratégies. Une qui va être l'auto-archivage dans un dépôt reconnu. Donc, ça, c'est le chercheur qui doit lui-même aller déposer la publication savante. Là, Jean-Jean va vous montrer des cas concrets de c'est quoi qu'on peut déposer. Puis nous, de dépôt reconnu, c'est notre dépôt institutionnel Archipel qui permet l'auto-archivage de documents. Puis l'autre stratégie, ça va être de se trouver une revue savante qui offre une solution de libre accès pour publier sur le site web de la revue. Donc là, je vais vous montrer un schéma qui résume les processus. Donc, si je détaille un peu les stratégies, donc la plus facile pour publier en libre accès, ça serait à droite, là, de partir en se disant, OK, je vais tout de suite aller me choisir une revue en libre accès. Donc, c'est certain que si on publie dans cette revue, on publie en libre accès. Donc, il y a le répertoire du DOAJ, il y a plus que 10 000 revues en libre accès là-dedans. Donc, vous pouvez butiner par domaine disciplinaire, repérer des revues qui seraient intéressantes pour vous. Et puis là, mettons que vous avez trouvé une revue qui vous intéresse, vous regardez, est-ce qu'il y a des frais de publication? Parce que ce n'est pas toujours gratuit, publier en libre accès. S'il n'y a pas de frais, ce n'est pas compliqué, là, vous soumettez, puis ça va être direct après le processus de révision par les pairs, ça va être publié sur le site de la revue. S'il y a des frais, vous devez vous demander si vous avez les fonds. Si oui, ça va être publié. Sinon, vous devez chercher une autre revue. Maintenant, si vous avez des revues très importantes dans votre domaine, puis qui ne sont pas en libre accès, donc qui sont avec une barrière tarifaire, donc ça veut dire que votre lecteur, là, il y a des coûts cachés s'il veut lire votre publication ou des coûts explicites. Si mettons, qu'on n'est pas abonné à la revue, nous, si on prend une bibliothèque, par exemple, il y a des frais derrière ça. Ou si on achète l'article à la pièce, c'est aussi des frais. Bon, donc, si votre revue est de ce type-là, qui demande un abonnement, là, c'est un peu plus compliqué. Vous devez commencer par vérifier, est-ce que la revue permet que je fasse l'auto-archivage du manuscrit révisé? Donc, pas la version de l'éditeur, vraiment juste la version qui contient encore des fautes d'orthographe, on va dire, là, mais pas d'erreur scientifique. Donc, si elle permet de faire l'auto-archivage avant 12 mois, vous pouvez aller le mettre dans Archipel ou un dépôt disciplinaire, puis vous respectez la politique. Si ce n'est pas possible, il y a une stratégie qui consiste de joindre l'addenda du SPARC canadien. Le SPARC, c'est une grande coalition d'organismes en publication savante. Donc, cet addenda-là demande, vous joignez à votre soumission, puis ça dit que vous voulez faire la rétention de certains droits de diffusion, par exemple. Là, ça se peut que l'éditeur accepte ou refuse. S'il accepte, tant mieux, vous le mettez dans le dépôt Archipel. Mais nous, on n'a pas, en tout cas, moi, mes collègues, on n'a pas eu connaissance de chercheurs qui l'ont utilisé. Donc, on ne peut pas vous dire si ça marche. Donc, mettons qu'on saute cette étape-là, qu'on se dit que non, ça ne marche pas avec l'éditeur. L'autre voie, l'autre vérification à faire, si donc, votre revue ne permet pas l'auto-archivage, vous devez vous demander, est-ce que la revue a une solution de libre accès dans le sens où, si je paye, est-ce qu'elle accepte de mettre en libre accès mon article? Là, vous comprenez que nous, on paye un abonnement des bibliothèques, puis le chercheur va payer en double pour rendre son article en libre accès. Mais c'est vraiment une solution possible. Donc, si la revue, il y a beaucoup de revues qui permettent cette stratégie-là, si vous avez les fonds, vous allez pouvoir publier votre article sur le site de la revue en libre accès, en respectant la politique. Fait que je vais arrêter là pour l'exposé des grandes stratégies. Là, je passe la parole à ma collègue Sylvie, qui va vraiment vous présenter les politiques de dépôt dans Archipel. Puis après, Jean-Jacques va vous faire des démonstrations. Merci, Cynthia. Alors voilà, comme le mentionnait Cynthia, les politiques de fonds de recherche du Québec sur le libre accès demandent à ce que les étudiants dont les activités de recherche sont rendues possibles par le financement FRQ rendent aussi disponibles en libre accès leurs publications. Ce fait, ça nous a obligés à faire une révision du mandat et des politiques de dépôt. On en a profité pour voir s'il y aurait des nouveaux déposants possibles et des nouveaux types de documents.
Le mandat, les politiques relèvent du Comité sur l'apprentissage et la recherche du vice-rectorat au système d'information. Donc, suite à toutes ces discussions-là, un nouveau mandat, des nouvelles politiques vont entrer en vigueur. Naturellement, ça demande d'opérationnaliser tous les processus. Par exemple, ne serait-ce que d'ajouter les nouveaux types de documents, les nouveaux bordereaux de métadonnées dans Archipel lui-même, et également tous les processus visant la chaîne de travail là, au niveau des services techniques, par exemple, au niveau des services des technologies de l'information. Alors, suivant. Cynthia. C'est juste là, ça va venir. OK. Donc, voilà, au niveau des nouveaux déposants qui seront autorisés, là, on voit ceux en caractère gras, c'est des déposants qui s'ajoutent. Donc, on ajoute les professeurs invités, les maîtres de langue et les stagiaires postdoctoraux. Pour ces trois types-là, tous les types de documents autorisés par la politique d'Archipel sont admissibles et le dépôt se fait comme ce l'est actuellement là, pour les déposants actuels, par auto-archivage ou par délégation. En ce qui concerne les étudiants et étudiantes de cycle supérieur, naturellement, ça s'applique surtout aux articles qui sont publiés et qui n'ont pas un professeur comme co-auteur, parce que quand il y a un professeur comme co-auteur, le dépôt se fait déjà en utilisant l'autorisation du professeur. Donc, pour les étudiants, ça va être seulement les documents qui ont été soumis à un processus d'évaluation reconnu qui vont être acceptés. Une autorisation via un formulaire d'autorisation va être nécessaire par un professeur et le dépôt se fera par le service des bibliothèques. Suivant. Alors, en ce qui concerne les nouveaux documents autorisés, naturellement, on a une grande gamme de documents qui sont déjà autorisés, les articles savants, les articles de revues professionnelles et de revues culturelles, toute une gamme de rapports de recherche, enfin un grand nombre, les communications savantes, etc. Donc, ce qu'on vient ajouter, c'est particulièrement les œuvres de recherche et création. Alors, il y avait une lacune à ce niveau-là. Naturellement, des fois, à cause des types de fichiers, il peut être nécessaire de contacter l'administrateur Archipel pour connaître les spécificités du dépôt de ces types de documents-là. Au cas par cas aussi, sur demande, on pourrait évaluer la possibilité d'inclure d'autres types de documents. Ce qui vient surtout s'ajouter, c'est vraiment les documents diplômants. Actuellement, on avait seulement les mémoires de maîtrise, les thèses doctorat et les essais doctoraux. Alors là, on vient ajouter tous les autres documents diplômants et le dépôt pour ces documents-là, ça va se faire par le service des bibliothèques. Tout ça, naturellement, ça reste à opérationnaliser dans les prochains mois. On vise un lancement officiel à l'automne. Si en attendant, vous avez besoin, il y a des besoins qui se font sentir, vous pouvez toujours communiquer avec l'administration d'Archipel. Puis on va voir à ce moment-là ce qu'on peut faire. Alors voilà, ça complète là, pour les nouveautés. Maintenant, je vais céder la parole à Jean-Jacques qui va vous faire une démonstration de recherche de droit et de dépôt dans Archipel. Oui, merci Sylvie. Donc, la première question que vous devez vous poser avant de déposer un document dans Archipel, c'est quelle version vous êtes autorisé à déposer. En effet, la version que vous serez autorisé à auto-archiver dans Archipel dépend de la revue où est publié l'article. Donc, ça peut être, il y a trois versions qui existent, là, le manuscrit soumis, le manuscrit accepté ou la version publiée. Donc, pour les prochaines diapos, je vais plutôt aller en direct là, sur le web. Donc, on va aller sur le site.
Donc, quelle version vous êtes autorisé à déposer? Ça, vous pouvez le vérifier sur le site de Sherpa Romeo. Sherpa Romeo, évidemment, vous allez trouver l'information aussi sur le site de l'éditeur de la revue, mais Sherpa Romeo centralise toutes les politiques d'auto-archivage de la plupart là, des grands éditeurs scientifiques. Donc, c'est le site qu'on vous recommande pour aller faire la vérification des droits d'auto-archivage. Donc, supposons, je vais prendre un exemple, supposons que vous avez publié un article dans la revue Developmental Dynamics. Donc, on va aller vérifier les droits qui sont accordés par cette revue. Je vais juste... Là, j'ai ma barre ici qui... Juste la déplacer. Là. Bon, voilà. Donc, vous pouvez chercher par nom de revue, par ISSN aussi. Vous pouvez aussi chercher, vous voyez, par nom de l'éditeur, mais on va faire une recherche avec le nom de la revue. Et ici, j'ai la fiche de la revue. Et dans la section Publisher Policy, c'est dans cette section-ci, vous allez trouver les droits qui vous sont accordés. On voit ici qu'il y a 4 possibilités, 4 voies qui sont permises par cette revue, qui est publiée, vous le voyez, par Wiley, qui est un des principaux éditeurs scientifiques. Donc, les 2 premières vous permettent de déposer la version publiée sur différents sites. Par contre, ce sont des voies qui sont, pour lesquelles vous devez payer des frais, qui sont associés à des frais de publication. En fait, la version publiée peut être seulement déposée si vous avez payé des frais pour que votre article soit en libre accès sur le site de la revue. Donc là, ici, on parle d'une revue hybride, c'est-à-dire sur laquelle vous avez le choix de publier, de rendre votre article en libre accès sur le site de la revue ou de réserver l'accès seulement aux personnes qui sont abonnées à la revue. Mais ça, ce n'est pas les 2 voies qui concernent Archipel, là. Donc, la voie verte, qui est une voie qui ne vous impose pas des frais supplémentaires. Donc, on va aller voir ici, pour respecter les politiques de libre accès des 3 organismes, je vous rappelle qu'il faut que vous déposiez en libre accès la version acceptée de votre article, de votre manuscrit, c'est-à-dire la version qui va contenir les corrections demandées par la révision par les pairs. Donc, allons voir les conditions associées à cette version. Donc, on voit d'abord qu'il y a un embargo de 12 mois. Donc, pour les 12 premiers mois après la publication, les gens, la communauté scientifique ne pourra pas accéder au texte intégral de votre article directement d'Archipel. Vous pouvez le déposer, mais il va y avoir un délai de 12 mois avant que les accès soient pleinement ouverts. Certains éditeurs aussi imposent des conditions. Donc, ça, je vais vous en parler juste après. Mais ici, vous avez aussi les sites, les types de sites ou certains sites plus spécifiques sur lesquels vous pouvez déposer votre manuscrit. Et on trouve ici Non-Commercial Institutional Repository qui correspond en fait à Archipel, donc qui est un dépôt institutionnel. Donc, vous pouvez déposer donc la version acceptée avec un embargo de 12 mois sur Archipel. Et ici, pour les conditions, ce n'est pas tous les éditeurs qui les imposent, mais il y a certaines conditions supplémentaires où vous devez, par exemple, inclure un lien vers la version sur le site de la revue dans le dépôt d'Archipel, ainsi que parfois une déclaration. Donc, et ils disent ici d'aller voir la politique de l'éditeur. Donc, à ce moment-là, il faut aller voir ici la politique. Donc, si je vais sur le site de Wiley, vous voyez la politique de dépôt associée à chacune des versions, donc la version acceptée. Et la fameuse déclaration dont il parle, c'est celle-ci ici. Donc, vous devez joindre à votre déclaration, à votre dépôt, pardon, d'Archipel, cette déclaration. Vous allez ajouter la référence complète de votre article avec un lien qui est basé qui contient le DOI
dans la déclaration. Donc, une fois que vous avez vérifié les droits, vous êtes prêt à déposer dans Archipel. Donc, pour déposer dans Archipel, vous vous connectez d'abord à votre dossier en cliquant sur le bouton « Déposer ». Vous entrez votre code MS. Pour accéder à votre dossier, vous voyez que sur la page d'accueil de votre dossier, si vous avez déjà déposé des articles, vous allez les trouver ici avec le statut du dépôt. Donc ici, ce sont tous des articles archivés, c'est-à-dire qui ont été acceptés, qui ont été validés par l'administrateur d'Archipel et qui apparaissent dans Archipel. Pour ajouter un nouveau document, vous avez deux possibilités. Il y a le bouton vert qui, je dirais, est celui qui attire le plus l'attention. Mais moi, je vous conseille plutôt de passer par « Importer un document », ce qui va vous permettre de faire un dépôt plus facilement, plus rapidement, parce que vous allez importer les métadonnées associées au document. Donc, toute l'information bibliographique ainsi que certaines informations supplémentaires. Et le dépôt, habituellement, là, pour les articles savants, la plupart du temps, qui ont un DOI, ben, je vous conseille de passer par DOI, mais vous voyez qu'il y a quand même 3 autres possibilités d'importation de métadonnées. Donc, ici, pour mon exemple, je vais utiliser le DOI de l'article dont je vous ai parlé. Je vais faire un « et ». Donc, DOI, vous cliquez sur la flèche noire et là, vous entrez le DOI. Vous voyez que vous pouvez entrer plusieurs DOI, un à la suite de l'autre, si vous avez plusieurs articles à déposer en même temps au cours d'une même session. Je vais aller chercher le DOI. Donc, vous pouvez prendre tout simplement le DOI. Ici, ils mettent comme préfixe DOI 2 points, mais ça fonctionne avec le DOI tout court. Et vous faites importer. Et si vous avez le message, bon, comme quoi ça a fonctionné, donc le DOI était valide, il a été trouvé par Archipel. Et là, vous allez avoir évidemment, quand vous importez des données, des métadonnées, il est toujours préférable de vérifier la validité des données. Il peut y avoir certaines petites corrections à faire, des corrections mineures en général, mais c'est toujours bon de jeter un coup d'œil pour être sûr que toutes les données sont valides. Donc, ici, c'est bien un article scientifique que je vais déposer. Je fais suivant. Et là, vous allez avoir plusieurs champs à remplir. Vous voyez que les champs étoilés rouges, ce sont des champs obligatoires, donc à compléter. Le titre est bel et bien le bon. Donc, je vais le laisser comme ça. Vous avez les auteurs ici qui sont ajoutés. Quand je vous dis de vérifier certaines choses, je porte votre attention surtout sur la liste des auteurs. Parfois, il arrive que l'ordre des auteurs soit modifié lors de l'importation, ou j'ai déjà vu, par exemple, pour un article qui a été publié dans PLOS ONE, qu'un auteur supplémentaire s'était ajouté et qui correspondait en fait au responsable de la section où l'article avait été publié. Donc, à ce moment-là, il faudrait retirer le nom les noms superflus là, qui ont été ajoutés par l'éditeur et qui n'ont pas leur place vraiment, qui ne sont pas de véritables auteurs du travail de l'article. Le nom de la revue, volume, numéro, vous vérifiez si tout est bon, l'année de publication. Ici, vous allez devoir dire quelle est la version que vous déposez. Ça, ce n'est pas importé, c'est vous qui devez l'ajouter. Donc, c'est la version acceptée. L'ISSN de la revue, le DOI, l'adresse URL. Est-ce que c'est un article évalué par les pairs? Vous devez dire oui, c'est un champ obligatoire. Vous pouvez faire un copier-coller du résumé, mais là, vous voyez que c'est facultatif, mais moi, je vous conseille de le mettre parce que ça peut faciliter le repérage dans Archipel. Plus vous allez mettre d'informations, donc plus vous mettez de mots-clés associés à votre document, bien, plus votre article, votre publication risque a des chances d'être repérée par quelqu'un qui est intéressé par le sujet de votre travail. Il faut ajouter certains mots-clés. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce que vous devez mettre dans le champ, il y a des champs avec des points d'interrogation, donc, et où vous avez une description, quelques petites instructions très succinctes qui vous disent comment saisir les informations ou qui vont vous dire qu'est-ce que le champ doit contenir. Donc, je vais mettre certains mots-clés, j'en ai préparé quelques-uns. Donc, quand vous mettez plusieurs mots-clés
Vous devez les séparer par des virgules. Vous pouvez les mettre un à la suite de l'autre. Unité d'appartenance, ça aussi, vous devez la choisir. Donc, ici, je vais mettre le département de Faculté des sciences. Je l'ai peut-être dépassé. Non, attendez. Je vais trop vite, là. Bon, je ne vois plus la faculté des sciences, voilà, bon, excusez-moi. Donc, sciences biologiques. Il arrive parfois que, par exemple, vous voyez ici, des fois, il y a des centres institutionnels de recherche. Vous pourriez mettre faculté des sciences avec un centre de recherche. Il suffit simplement de faire un contrôle-clic pour en choisir deux. Je vais en prendre un. Bon, je vais prendre celui-là au hasard. Donc, j'en ai deux. Vous pouvez en choisir donc plusieurs. Vous pouvez ajouter un autre groupe de recherche qui n'apparaît pas dans la liste. Et dans les informations complémentaires, c'est là que vous allez mettre, par exemple, la fameuse déclaration qui est exigée par l'éditeur. Donc, il me suffirait de faire un copier-coller et de compléter la déclaration qu'on a vue ici là, sur le site de l'éditeur. Je ne mettrai pas ce qui manque comme information, là, mais vous faites simplement un copier-coller dans le champ qui est ici. Et vous continuez, donc suivant. Et vous allez voir, pendant que je change de page, vous allez voir en haut de chaque page un lien enregistré. Le lien enregistré, en fait, ce n'est pas ça qui fait le dépôt d'Archipel. C'est simplement pour enregistrer votre dépôt qui est en cours de dépôt. Donc, c'est juste pour enregistrer les informations que vous avez saisies dans votre dossier, mais elles restent dans votre dossier et elles ne sont pas envoyées à l'administrateur. Donc, si vous devez vous interrompre le dépôt, bien, vous faites enregistrer, puis vous allez pouvoir continuer au point où vous étiez rendu lors d'une session subséquente. Ensuite, on est rendu au téléchargement du fichier. Donc, on va mettre je vais aller chercher le fichier sur mon ordinateur. Donc, je l'avais mis dans les téléchargements. Donc, vous mettez le fichier et une fois que le fichier est bien apparu dans votre formulaire de dépôt, bien, vous allez voir PDF ou en tout cas la nature du document va apparaître ici avec la taille du document. Vous pouvez attacher par exemple, plusieurs documents. Vous n'êtes pas limité à un. Par exemple, si vous vouliez joindre, je ne sais pas, le formulaire Stark pour les droits, vous pourriez l'ajouter à ce niveau-là. Donc, format du fichier. Et lorsque vous déposez le fichier, lorsqu'il est ajouté, il y a cette section-ci qui va apparaître et c'est là que vous pouvez ajouter l'embargo. Donc, on avait un embargo de 12 mois. Donc, par défaut, l'accès est libre. Donc, l'accès est immédiat à tous. Mais ici, je vais mettre accès restreint. Et là, vous devez mettre la date d'expiration de l'embargo. Donc, si par exemple, je prends en date d'aujourd'hui, par exemple, si l'article avait été publié aujourd'hui et qu'on a 12 mois, bien, je pourrais mettre 2022, le mois d'avril et puis le 6 avril 2022. Donc, à ce moment-là, dans un an, votre article serait en accès ouvert dans Archipel. Par contre, sachez que quand vous mettez un embargo, votre article, l'information bibliographique sur votre article va être apparente dans Archipel, mais si quelqu'un veut avoir accès au texte intégral, il va avoir un bouton qui va leur permettre de vous demander la version, le texte intégral du document. Donc, il n'est pas véritablement bloqué pour 12 mois, mais la personne qui veut le lire devra vous contacter à l'aide du bouton d'Archipel pour avoir le texte intégral du document. Ensuite, vous faites suivant et sur la dernière page, vous avez le bouton « Déposer mon document maintenant ». Ça, c'est le bouton que vous devez cliquer sur ce bouton pour envoyer votre demande de dépôt à l'administrateur de Archipel. Donc,
dès que vous avez cliqué sur ce bouton, le statut de votre dépôt va devenir en validation. Si je retourne sur la page d'accueil, pardon, ici, c'est sur mon dossier. Donc, sur la page d'accueil de mon dossier, vous voyez que j'ai l'article que je suis en train de déposer est en cours de dépôt, mais une fois que vous allez avoir cliqué sur le bouton envoyer, compléter le dépôt, ben, le statut va devenir en cours de validation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez suivre le statut de l'évolution du dépôt à partir de la page d'accueil de votre dossier. Pour la dernière diapo, je retournerai à la fin de notre présentation. J'ai déjà le PowerPoint ici. Je vais partager plutôt mon PowerPoint. Donc, Cynthia l'a mentionné, Cynthia ou Sylvie l'a mentionné brièvement, il est possible de déléguer le dépôt d'Archipel. Donc, vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez aussi déléguer le dépôt à quelqu'un d'autre de votre équipe, à un collègue, par exemple. Donc, un chercheur, une chercheuse qui aurait plusieurs documents à déposer peut déléguer le dépôt à une personne de son équipe. Donc, à ce moment-là, il faut faire la demande de délégation à l'aide du formulaire de délégation de dépôt. C'est un formulaire que vous allez demander à votre bibliothécaire et vous devrez le renvoyer, non pas à votre bibliothécaire, mais directement à l'administrateur d'Archipel. L'adresse se trouve au bas du formulaire. Donc, vous mettez le nom, prénom, code MS et puis date de fin de privilège. Donc, si c'est pour une période limitée, vous pouvez mettre une date de fin de délégation, mais en général, les chercheurs, les chercheuses mettent une date très éloignée, de façon à ce que la délégation soit pratiquement éternelle. Donc, ça me fait ma partie. Je vais laisser Cynthia vous dire le mot de la conclusion. Bon, alors j'espère que les informations vous seront utiles. Je vois que dans le chat, il n'y a pas de questions qui ont émergé. Il n'y a rien qui a été écrit. Je peux laisser peut-être quelques temps aux gens à réagir s'il y a des questions qui surviennent. Donc, sachez que, aux bibliothèques, on peut vous aider à faire les vérifications là, pour savoir est-ce que la revue que vous voulez publier vous permet de faire un auto-archivage. Donc, parfois, ça peut être ennuyant là, comme tâche. Ou, des fois, on arrive, là, on vous a montré un exemple qui fonctionne très bien, là, mais des fois, on a des revues que la politique n'est pas dans le chapeau Roméo, c'est pas clair sur le site web, donc il faut faire entrer en communication avec l'éditeur. Donc, on peut vous accompagner dans ces démarches-là. On vous encourage fortement l'auto-archivage parce que ça ne vous coûte rien à part du temps. C'est juste de vous discipliner. Quand vous soumettez un article et que, au terme du processus, gardez toujours la version validée. Ça vous donne une flexibilité de diffusion. Puis, ça vous fait sauver des sous. C'est quand même un peu dommage de mettre des fonds publics pour publier. En libre accès, mais c'est tout à fait légitime de le faire, mais quand on sait qu'il y a une solution gratuite, ben, ça peut aider donc à peut-être maximiser comment vous allez dépenser les fonds pour votre projet. Il y a une question. Oui. Alors, j'ai Thomas Hugues et ensuite Nathalie Roch. Alors, peut-être avec Hugues Thomas? Oui, bonjour. Donc, j'ai une question. À un moment, on m'a contacté pour demander si j'étais d'accord qu'on mette dans Archipel tous les articles que j'avais déjà publiés,
c'était en 2016, je pense, et j'ai dit oui, oui, j'étais tout à fait d'accord, et ils sont tous passés dans l'archipel sans que j'ai dû faire rien. Et je me demandais si maintenant, si c'est plus le cas que ça peut se passer juste automatiquement. J'avais un peu l'impression que ça se passait toujours, mais évidemment non. Je cherche dans l'archipel et je trouve les articles jusqu'à 2016 et rien d'après. Donc, je vous pose la question. Oui, ben, on a déjà fait des démarches auprès de chercheurs là, pour faire connaître Archipel, encourager. Donc, dans certains cas, on avait fait une analyse. Ah, ben, il y a tel, si vous avez, puis on vérifiait, là, soit la version validée ou la version de l'éditeur, mais on disait, vous pouvez mettre telle version d'Archipel. Puis on avait même fait, dans certains cas, des délégations. Mais, tu sais, c'est pas constant. Donc, pour la suite, ça, après 2016, l'initiative doit avant tout venir du chercheur. Mais vous pouvez communiquer avec votre bibliothécaire si vraiment il y a un volume important ou on peut trouver une entente. Parce que nous, on veut favoriser quand même l'utilisation d'archipel. Mais ce n'est pas systématique comme démarche. C'est sous la responsabilité du chercheur. OK, merci. Ensuite, il y aurait Nathalie Roch qui a une question. Oui, allô. Je pense que mon vidéo ne marche pas. En fait, j'en ai deux petites. La première, c'est si je comprends bien, la politique québécoise a changé. Donc, pour les... mettons, moi, je suis doctorante, je suis financée par le FQRSC. J'ai l'obligation de mettre les articles que je publie pendant mon doctorat en libre accès. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Vu qu'elles sont produites dans le cadre de la subvention, la politique demande, dans le cas du provincial, que même pour les étudiants, que ce soit rendu en libre accès. Parce que ça veut dire que la subvention, parce que la subvention, elle s'adresse au doctorat, donc à la production de la thèse, et pas nécessairement à toutes les activités de recherche, non? Parce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez, dans le cadre de votre activité doctorale, vous allez faire des publications. Si ces publications sont faites dans des revues avec comité de lecture, on s'attend à ce qu'elles soient en libre accès. OK, donc je comprends. Est-ce que ça s'adresse également aux comptes rendus de lecture? Hein? Est-ce que ça concerne aussi les comptes rendus de lecture? Non, ben, Sylvie, tu hoches la tête, veux-tu lui répondre? Non, c'est vraiment les articles. Les articles. Avec comité de révision par les pairs, ouais, les articles savants. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. En fait, il faut réfléchir comme chercheur, à dire ces politiques-là sont là pour favoriser un changement de culture dans les pratiques scientifiques. La tendance, on est vraiment vers la science ouverte, en respectant évidemment toutes les contraintes éthiques, légales qu'il peut y avoir autour d'un produit, d'une production scientifique. Mais disons, on voit qu'il y a un mouvement vers la science ouverte. Les différents États-nations se dotent de documents normatifs pour favoriser le changement de culture. Donc, c'est plus de se dire comme chercheur comment on participe à cet effort de changement culturel, puis de se questionner. C'est quoi de juste peut-être revisiter ces organes de diffusion, puis des fois de se questionner sur la pratique. On a certains éditeurs que c'est ça quand tu dis qu'ils font payer le chercheur pour qu'ils se mettent en libre accès, puis ils font payer les bibliothèques pour qu'on s'abonne, ben c'est pas aujourd'hui, c'est pas considéré comme étant une meilleure pratique de diffusion éditoriale, mais on est en mouvance. C'est des nouveaux modèles d'affaires qui se mettent en place. OK, merci beaucoup. Il y a eu d'autres réactions, donc ce serait Christian Agbobli qui a une question. Oui, merci pour cette belle présentation. Jusqu'à quel point est-ce qu'Archipel est vraiment ouvert? C'est-à-dire, mettons que je navigue sur Google, ce n'est pas ouvert nécessairement, Google Quant ou DuckDuckGo, et puis je cherche un article. Est-ce qu'il y a un référencement ou un lien qui nous envoie directement à Archipel? Comment ça marche?
Je peux répondre, mais est-ce que Sylvie ou Jean-Jacques veut prendre la parole? C'est beau, tu peux y aller. Oui, OK. Ben, les robots de Google Scholar vont moissonner le contenu de tous les dépôts institutionnels. Moissonne les dépôts institutionnels des universités. Donc, Google Scholar vient moissonner le contenu d'Archipel. Donc, si on fait une recherche dans Google Scholar puis que le contenu est effectivement sur Archipel, il va y avoir, à côté du résultat, là, dans Google Scholar, à droite, on voit souvent un lien vers un PDF. Bien, ça va être un lien qui va mener vers Archipel. J'ajouterais qu'il peut y avoir un petit délai avant que ce soit moissonné parce que le robot de Google Scholar, il passe à intervalles réguliers, là, que je ne sais pas exactement c'est quoi l'intervalle. Donc, si on dépose aujourd'hui, si le robot passe demain, ça va être moissonné immédiatement. Mais si le robot passe dans un mois, ben là, il va y avoir un petit délai là, avant qu'on retrouve. C'est la même chose, dans le fond, pour les bases de données. Il y a toujours un petit délai aussi. Là. Merci. C'est comme ça que ça permet, via Google Scholar, de rejoindre un certain lectorat qui n'aurait pas accès, par exemple, aux bases de données qui sont payantes. Là, mettons, on prend Scopus, ou on a des chercheurs qui n'ont pas nécessairement accès à ces bases-là dans d'autres institutions. Donc, c'est comme si dans le plan de diffusion que vous pouvez avoir pour vos produits, c'est-à-dire, oui, il faut que vous publiez dans des revues qui sont indexées dans les bases de données, mais via Google Scholar, c'est aussi une autre façon de rendre visibles vos recherches. Puis le dépôt institutionnel aide pour ça. Bon, dans le chat, je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent. Ah, attendez, oui, après M. Agbobli, il y avait Hugues Thomas qui avait une autre question. On vous écoute. Bonjour, merci. Donc j'ai une question. Moi, je suis mathématicien et dans les mathématiques, il y a l'archive qui existe, qui est beaucoup utilisée et normalement, je mets tous mes articles là. Donc, est-ce que vous pourriez suggérer pourquoi est-ce que ça serait important de mettre mon article dans Archipel aussi si c'est déjà dans Archive qui est quelque chose de libre accès, qui est quelque chose qui est connu généralement et où les mathématiciens vont savoir aller le chercher? Ouais, ben moi, la réponse là-dessus, là, moi, je dirais vraiment qu'est-ce qui maximise la diffusion de votre article. Donc, s'il y a un dépôt disciplinaire qui vous permet c'est de prioriser les dépôts disciplinaires. Moi, à choisir, là, je n'irai pas faire le dépôt, je ne commencerai pas à dédoubler les efforts. Si dans le dépôt, aller dans Archipel en plus, qu'est-ce qu'on gagne? Le Google Scholar va déjà dans le dépôt disciplinaire. Puis votre article, c'est ça, les bases de données commerciales, vu que vous avez publié dans des revues, ça, c'est fait aussi. Donc, moi, j'irais avec le dépôt disciplinaire, surtout s'il vous permet de mettre les embargos. Là, on parle vraiment que vous déposez les versions validées. Là, si je pense pour se conformer là, aux politiques de libre accès, là, il faut voir que le dépôt disciplinaire, donc, vous pouvez décider de mettre la version validée, ça va, mais vous assurez que s'il y a un embargo, que le dépôt disciplinaire vous permet de mettre l'embargo. S'il n'y a pas ça, à ce moment-là, ce serait le seul avantage à aller vers Archipel. Mais sinon, moi, je dirais la ligne directrice, c'est dépôt disciplinaire avant les dépôts généralistes. OK, merci. J'avais un peu l'impression que l'UQAM voulait que tout le monde participe dans l'Archipel, mais si c'est un outil pour les gens qui trouvent que ça va leur aider, je comprends ça d'une façon différente maintenant. Oui, c'est ça. C'est pas une obligation. C'est vraiment, c'est comme un outil de plus. OK. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter la réponse que je viens de donner ou si ça surgit, s'il y a d'autres questions qui surgissent.
Bon, j'ai l'impression que ça nous mène à la conclusion. Il n'y a pas de réaction qui semble surgir. Alors, j'espère vraiment que vous repartez avec une information additionnelle là, qui vous est utile. N'hésitez pas à écrire à vos bibliothécaires si vous avez des questions. On est vraiment là pour vous aider là, à bien diffuser vos productions scientifiques. Alors, très bien. Alors, les remerciements commencent à entrer. Donc, on se dit au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. On a un applaudissement de notre recteur. Martin, je pense que tu avais une question. Oui, c'est ça. Ben, c'est une question que je vous adresse à tous. Mais comme il y a un cas qui m'est apparu comme ça. Dans le cas d'un c'est un cas